Salut à tous et bienvenue dans Confinement Insight. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Pascal Martineau-Lagarde, athlète français spécialiste du 110 mètres haies. Comment ça va, Pascal? Ça va bien, ça va bien. Alors, on va parler aujourd'hui de ton confinement, mais juste avant, bien sûr, revenir sur l'annonce qui a été faite pendant le confinement sur le report des Jeux Olympiques. Quelle a été ta réaction suite à cette annonce? En fait, déjà, on le sentait venir, hein. On voyait que les news étaient de plus en plus pessimistes, que la mise en confinement avait mis le monde pas trop chaud pour organiser ces Jeux Olympiques, même si à l'époque, Premier ministre du Japon, il disait ouais, vous inquiétez pas, on va faire des mesures de sécurité, tout ira bien, etc. On le sentait venir. Donc, si vous voulez, euh, émotionnellement parlant, le jour de l'annonce du report des JO, je ne l'ai pas mal vécu. C'est comme si ouais, on le savait un peu déjà. Mais c'est surtout, ce qui était chiant, c'était de ne pas savoir. C'était l'incertitude. J'ai cette fameuse tendance à avoir cette pensée de me dire, ouais, putain, on s'entraîne, on est là à vouloir utiliser un plan B parce qu'on est en confinement. Donc, c'est entraînement dans le salon, on n'a pas de pointe, pas de piste, pas de haie, pas de. On se débrouille vite fait à avoir des appareils de muscu, mais on fait ric-rac avec ce qu'on a. Pas on se fait chier, mais on s'entraîne pas comme. On a de la peine à Ouais. vouloir faire à peu près quelque chose pour finalement que ce soit qu'on ait l'annonce que ce soit reporté. Moi, c'était ça qui était embêtant, c'était ne pas savoir, l'incertitude. La même chose pour les championnats d'Europe, parce que du coup, c'est tombé beaucoup plus tard. Les championnats d'Europe, là, c'est pas reporté, c'est annulé. En fait, c'est la seule chose qui maintenait la grosse motivation de s'entraîner beaucoup. Et quand ça a été annulé, pareil, on s'en doutait un petit peu, mais juste le fait que ce soit enfin officiel, en fait, ça fait ah, ça y est, maintenant on sait à quoi s'en tenir. Si on s'entraîne, on sait qu'il faut pas, enfin, on sait comment il faut s'entraîner, il faut pas s'entraîner en mode haut niveau, et enfin, voilà quoi, on peut adapter. Mais ne pas Raconte, savoir, c'est ça. Raconte-nous une journée type de Pascal Martineau-Lagarde pendant le confinement. Alors, il y a eu une panoplie de journées types parce que il y a la journée type avant annonce du report des Jeux Olympiques et après annonce. Avant annonce, c'est simple, je m'entraînais tous les jours. Je m'entraînais tous les jours, je faisais des circuits training dans le salon, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, tu sais, pour changer, pour casser la routine de, de gens qui font des circuits training. En parallèle, moi, j'avais un programme que le coach avait fait sur des entraînements simplement à faire dehors, parce qu'à côté de moi, j'ai la chance d'avoir une grande ligne droite où il n'y avait absolument personne, il n'y avait même pas de jogger dessus. Donc, je pouvais m'entraîner en sécurité et proche de chez moi dehors. Euh, donc ça, c'était avant report des Jeux Olympiques. Une fois qu'il y a eu l'annonce des Jeux Olympiques, en fait, j'ai l'habitude, moi, de dire qu'il y a deux types de sports. Il y a le sport performance et le sport santé. Et en fait, une fois qu'il y a eu l'annonce du report des Jeux Olympiques, je suis simplement passé du sport performance au sport santé. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans des entraînements lactiques. Après, j'ai arrêté les trucs où vraiment ça me met par terre. Je suis passé juste en entraînement, en s'entretenir. Voilà. On a vu S'entretenir bien et. sûr, on a vu à côté du sport plein de choses sur tes réseaux sociaux, que Ouais. tu chantais dans ta voiture, des vidéos sur TikTok, pas mal de challenges également. Raconte-nous un peu. En fait, quand on est en confinement, quand il n'y a pas de compétition, en fait, nous, on nous connaît effectivement pour nos exploits sportifs, pour tout ce qu'on donne en compétition. Mais là, il faut plus prendre la casquette du mec responsable, du mec exemplaire qui va donner déjà les consignes, limite engueuler les gens qui continuaient à sortir, à pas respecter le confinement, à booster les gens à continuer à faire du sport à la maison. Et tout ça, c'est à travers les challenges, c'est à travers la motivation qu'on peut vous donner. En tant qu'athlète, oui, on vous fait rêver en compétition. Mais là, il n'y en a pas. Et là, comme enfin, vous avez confiance en nous, vous faites partie de nos followers, on s'est tous mis en quatre, parce qu'il n'y a pas que moi, hein. Il y a toutes les célébrités, les acteurs, les sportifs, tout le monde
a apporté son petit grain de sel, a apporté le quotidien de tous les confinés un peu meilleur. Parce que on va pas se mentir, c'était un peu ennuyant de rester tout le temps à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon compte TikTok, j'ai commencé à faire des vidéos marrantes, j'ai commencé à kiffer de mon côté parce que je découvrais finalement. En parallèle, je faisais des challenges parce que le sport, ça reste important, même si là, il y a des morts, donc c'est pas au numéro un des plans d'importance du monde. Le sport, quand même, ça vient pas loin. Donc, avec ce qu'on a, on essayait de motiver les gens à bouger un petit peu. Et c'est comme ça qu'on a passé un bon confinement. Moi, personnellement, j'ai passé un bon confinement. Est-ce que tu peux nous faire kiffer et nous chanter cette fameuse musique que tu as chantée dans ta voiture pendant le confinement avec Ah, ce fameux mais on n'était pas Corona, encore en confinement. Corona. C'était avant? C'était juste avant l'annonce. C'était juste avant l'annonce. Je crois que c'était 1 ou 2 jours avant l'annonce. Et ça faisait quoi? Ça faisait. Corona, Corona, écoute-moi. Corona, Corona, laisse-moi. Corona, Corona, dégage de là. Et après, c'était on ne veut pas de toi. Regarde, mes enfants, ils commencent à tout écouter. Non, les Mais paroles, elles sont bien. Hein. c'est quoi? J'ai même pas réfléchi. J'ai allumé la musique et j'étais en mode. En fait, les infos, c'était crescendo avec ça. En janvier, on n'entendait pas trop parler. C'est ouais, il y a un truc bizarre qui se passe là-bas. Février, ça commençait à faire du bruit. Mars, c'était partout. T'allumais la télé, c'était Corona. Et en fait, on était vraiment submergés par tout ça. Et on était en mode, purée, ça arrive chez nous, quoi. Ça arrive chez nous, c'était loin là-bas, on n'en avait pas peur. Et maintenant, c'est au seuil de notre porte. Et ouais, j'étais là, j'ai mis la musique, j'ai dit dégage là, ce Corona, qu'est-ce que tu fous là? Du coup, on est déconfiné maintenant depuis le 11 mai. Quelle est la première chose que tu as pu faire depuis le déconfinement? Alors, franchement, moi, c'était plus les enfants qui, qui me rendaient triste un petit peu dans ce confinement, parce que nous, en tant qu'adultes, on sait ce qui se passe, on sait que c'est une maladie, etc. Eux, Cameron, ma petite fille, elle n'allait plus à l'école. Mes enfants, ils sortaient plus. Ils sont vraiment restés à la maison tout le temps. Et, euh, et, et donc, moi, la priorité, franchement, c'était de les sortir eux. Dans un premier temps. Et 11 mai, ça ne voulait pas dire reprise de l'entraînement pour moi, parce qu'il a fallu une petite semaine pour que le CREPS de Reims fasse des procédures de sécurité, mettre des barrières, mettre des séances de circulation, s'organise pour pouvoir accueillir des athlètes. Donc moi, l'entraînement, il a que commencé ce lundi-là, le 18. Donc en fait, j'ai passé du 11 mai au 18 à faire kiffer les enfants, les sortir autour de chez moi, les faire courir, essayer de les dépenser. Et après, on est venu à Reims pour recommencer l'entraînement. On va se rappeler un peu des bons souvenirs. On rappelle, voilà, tu es recordman de France du 110 mètres haies. On va se rappeler également de ton enfance. Est-ce que pendant ton enfance, tes débuts à l'athlétisme, tu as des sportifs ou des athlètes qui t'ont inspiré pour mener la belle carrière que tu es en train de faire aujourd'hui? J'aurais tendance à dire non, parce que toute ma jeunesse, en fait, moi, j'étais pas un passionné. Je suis pas un passionné de jeux vidéo, mais j'étais un gros gamer, si vous voulez. Un gros gamer qui joue beaucoup, et après qui va à l'entraînement, qui rentre, qui joue, et qui va à l'école, etc. Et pour moi, le sport de haut niveau, quand on est vraiment jeune, c'est abstrait, tu vois. Tu t'entraînes, et il y a des gens qui vont à la télé, et toi, tu es petit, tu vois. Et, mais c'est petit à petit, en plus, quand tu deviens, entre guillemets, fort, tu te mets à ne plus du tout idéaliser ceux que tu voyais à la télé, etc. Et tu les vois beaucoup plus comme des concurrents. Tu vois, devenir fort, c'est casser la barrière des gens qui, je vais dire une bêtise, un millionnaire. Quand il n'est pas millionnaire, il regarde les millionnaires et il dit waouh. Et une fois qu'il fait le million, il se dit ah je suis capable, tu vois. Et il voit ça comme des potes, c'est comme ça que je le perçois. J'ai pas eu de grosse idole, mais quand j'ai commencé à avoir un certain niveau, ceux que je pouvais éventuellement considérer comme idole, je les voyais plus comme des concurrents. Tu disais gros. Ah, le soleil, mystique avec. Hein.
Tu disais gros gamer, tu jouais à quel jeu et est-ce qu'encore aujourd'hui tu prends le temps de jouer? J'imagine que tu as eu le temps pendant le confinement, mais est-ce que tu arrives quand même à jouer à côté de toutes ces séances d'entraînement que tu peux faire? Alors, faut savoir que je suis pas diagnostiqué hyperactif, mais je sens que quand je fais rien pendant trop longtemps, faut que je sois productif. Au bout d'un moment, je tourne trop en rond. Et moi, je suis quelqu'un vraiment Netflix, jeux vidéo, tout ça, ça va bien 2 secondes. Mais au bout d'un moment, si je vois je joue trop ou si je vois, vas-y, j'ai trop gradaté, j'ai rien foutu de mes journées, c'est comme si je me sens pas bien. Je me sens pas. Moi, je suis quelqu'un qui construit, qui faut que je fasse un truc, tu vois. Et en fait, au début du confinement, franchement, je jouais tous les jours. Et je regardais Netflix tous les jours. Après, il y a eu une période où j'ai commencé à vraiment regarder autour de moi, regarder les 4 murs de ma maison et me dire, ah, en fait, j'ai grave des trucs à faire. Que j'ai des trucs à faire depuis longtemps, des travaux, refaire la peinture par-ci, revisser ça par-là, etc., faire le ménage. En fait, je me suis mis à tout faire dans ma maison pour qu'elle soit mieux vivable pour ce confinement. Et c'est allé crescendo. Au début, c'était le rangement des chaussures. Après, c'était le rangement des vêtements. Les vêtements, oh là là. On se rend pas compte, mais à quel point on accumule des vêtements. On est en surconsommation, c'est un truc de dingue. Et en plus, à chaque fois qu'on ouvre son placard, genre, ah, bah, j'ai rien à me mettre. Alors que le placard, il est rempli. Nous, l'être humain, on est bizarre. On est bizarre. On achète trop, on achète plus que nos besoins et on continue à se plaindre. Et on veut encore acheter d'ailleurs. Et donc, ouais, voilà. J'ai fait des travaux, j'ai rangé, j'ai nettoyé, etc. Et jusqu'à mon dernier truc en date, c'était. Bon, j'ai eu la chance d'avoir un jardin. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai bien vécu ce confinement. Mais c'était. Je me suis mis en chantier de me dire que vas-y, je vais mettre de la pelouse synthétique dans mon jardin parce que j'ai jamais été tondeuse. Je suis même pas équipé d'ailleurs pour. Mon jardin, c'était quelque chose de délaissé où la nature reprenait ses droits et les enfants, ils pouvaient pas jouer dedans. Et donc, un jour, j'ai fait bon, les enfants, ils peuvent pas trop sortir, etc. Je vais faire en sorte que dans le jardin, ils puissent courir partout. Et là, les Leroy Merlin, ils venaient d'ouvrir. Donc, on s'est mis en mode, on retourne la terre, on charge un camion, on s'est mis en mode gros chantier qui fait mal au dos, tu vois. Et j'ai fait un beau jardin avec une belle pelouse où mes enfants, ils peuvent courir pieds nus comme ça partout. Et, euh, et voilà. Donc, mon confinement, c'est pour ça que je te dis que je l'ai bien vécu, parce que j'ai été productif. Je pense que si j'avais joué et regarder Netflix tout le confinement, ça aurait été un confinement répétitif, un temps perdu. Mais là, j'ai vraiment kiffé mon confinement. J'ai fait des trucs que j'aurais pas fait en temps normal. C'est vrai que c'est le principal d'être productif, surtout pendant cette période où malheureusement Ouais. on ne peut pas s'entraîner. Est-ce que tu as une passion justement à côté de l'athlétisme à nous partager aujourd'hui? Euh, Il y a un truc peut-être que je regrette de ne pas avoir fait pendant le confinement, c'est apprendre plus le piano. J'adore le piano, je ne sais pas en jouer, mais j'adore tu sais, la mélodie, la créativité qu'on peut faire avec un piano. Donc ça, c'est d'une part. Et deuxième part, je suis fan en fait, j'adore la photographie. Et c'est difficile en fait de me dire photographe. Je vais plus me dire passionné plutôt que réel photographe parce que j'ai toujours cette barrière de me dire que si je veux faire des projets en photo, si je veux faire des beaux trucs, je me vois en premier comme athlète et c'est difficile d'enlever la casquette d'athlète pour faire autre chose que de l'athlétisme. Donc, j'ai, dans mes temps perdus, je sors mon appareil photo, je m'éclate, mais je ne me dis pas photographe, genre talentueux, universel, interstellaire, professionnel. En tout cas, j'espère qu'il y aura des très belles photos lors des Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain, de toi, Ah, c'est sûr. et, évidemment sur le podium et la plus belle des médailles, bien évidemment. Et je voulais revenir justement sur ton expérience à Rio. Quel souvenir tu gardes de ces JO au Brésil? C'était fou, hein. Les JO, déjà, c'était mes premiers JO. Moi, je les ai trouvés magnifiques. C'était la folie. Pourtant, les gens qui avaient déjà fait les JO auparavant, donc Londres ou Pékin, ils m'avaient dit que c'était encore plus ouf et que les JO du Brésil, ils étaient bof. Alors que moi, j'avais déjà trouvé ça ouf. Tu vois, c'était un village grandiose, un McDo dans le village, il y avait plein d'athlètes, tu fais des rencontres à droite, à gauche, c'est génial en fait.
Donc, moi, ce souvenir on vit tous un truc énorme. Ce serait difficile de décrire comment c'est. C'est un truc à vivre, en fait, les JO. C'est vraiment un truc, c'est à part. On te fout 2 semaines dans un truc émotionnellement très, très perturbant, dans le bon ou dans le mauvais sens. Et tu vis ça à fond. T'as pas eu la chance vraiment de t'entraîner depuis 2 mois. Quelle est ta séance préférée en temps normal en tant qu'athlète de haut niveau? Alors, vous allez me prendre pour un sadomaso, mais j'ai pas encore commencé ces séances-là. Mais mes séances préférées, c'est ce qu'on appelle de la résistance vitesse. C'est-à-dire que c'est tout ce qui ressemble à 5-6 fois 150 dans une séance. Alors 150, c'est pas assez long pour avoir une allure trop faible, mais c'est assez long pour aller assez vite et te brûler les jambes, pour déclencher ce qu'on appelle le lactique. En gros, il y a à peu près 5-6 minutes entre chaque 150 et l'allure, tu es à peu près à 90% de ta vitesse maximum. Donc, tu n'es pas en sprint max, mais tu es dans une excellente foulée. Et en fait, il y a suffisamment de reps pour que répétition après répétition, bah, ça te brûle de plus en plus le cul. Hein, clairement, ça te paralyse après l'acide lactique. Et donc, c'est une séance généralement à la fin. Des fois, tu vomis, tu peux plus marcher, tu es par terre en train d'agoniser, mais c'est le genre de séance que je kiffe. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je suis un peu à la no pain, no gain, tu vois, c'est ça. On voit souvent beaucoup de sportifs avoir une certaine routine avant les compétitions, avant les matchs. Nadal au tennis avec ses bouteilles. Usain Bolt avant de prendre le départ sur ses courses. Est-ce que toi également, j'imagine pas mal de musique, puisqu'on te voit souvent avec des écouteurs, des casques. Est-ce que tu as une routine particulière avant tes courses? Alors, je vais te dire oui et non. En gros, si je devais te décrire une routine, ce serait genre, si ma course est à 20h, mon échauffement est à 18h30, et bah, 3 heures à peu près, 2-3 heures avant 18h30, généralement, je suis seul. Je suis isolé, je me suis déjà mis mes écouteurs, je suis déjà rentré dans une pseudo-bulle. Et en fait, je vais faire ça jusqu'à ma course. Mais ça, c'est pas vraiment une routine, c'est pour éviter de se faire perturber ou d'avoir l'esprit ailleurs que dans sa compétition. Mais moi, je vais prendre le problème à l'envers. Est-ce que avoir une routine, c'est pas dangereux? Parce qu'en théorie, c'est censé te conforter, c'est censé te dire, je suis sur un rail, je connais ce rail qui va jusqu'à ma compète. Mais les compétitions sont tellement toutes différentes entre elles que le jour où tu peux pas faire ta routine, ou je sais pas, je vais dire une bêtise, si toi c'est de faire une prière dans ta chambre d'hôtel avant de partir à la compétition, admettons si tu n'es pas tout seul dans ta chambre, ou si, je sais pas, ta routine c'est de mettre des écouteurs, mettre ta musique, mais ce jour-là, bim, je sais pas, tu n'as pas de 4G, ta musique elle marche pas. Si tu t'imposes une routine et les jours de compétition, elle est cassée cette routine, est-ce que toi ça va te perturber? En fait, c'est plus dans ce sens-là où moi je dis que je n'ai pas de routine, j'ai des habitudes, mais j'ai pas ce truc-là de me dire que, oh mon Dieu, si ça se passe pas comme ça, waouh, je suis pas bien. Je prends les compétitions comme elles viennent, j'ai pas vraiment de possibilité d'être perturbé par un manque de, ah non, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ah ouais, il me manque ci, d'habitude je fais ça. Moi j'ai 110 mètres à faire, je me mets un starting block, une piste, des pointes, c'est bon quoi. Un dossard bien sûr, mais voilà. Ça pourrait être un bon sujet, ça, sur lequel débattre. Franchement, je vais mettre la Non mais question c'est en story sur Instagram. carrément, y a pas de problème, mais c'est à la fois hyper bien et à la fois dangereux, quoi. Vous faites pas prendre dans le piège de il faut que je fasse ça, genre c'est comme ça que je perds, il faut que je fasse ça à telle heure, prendre tel aliment, si je prends mon café à telle heure, mon sucre, euh, ma musique, je sais pas quoi, ça se passera effectivement dans la plupart des cas, mais le jour où ça n'arrivera pas, et généralement ça arrive dans les grandes compétitions, hein, parce que les organisations vraiment strictes, elles sont dans les grosses compétitions, et ben c'est là où vous se faites piéger, quoi. Tu parlais des grandes compétitions. Quel est ton meilleur souvenir pour le moment en tant qu'athlète de haut niveau? Berlin, le jour où je fais champion d'Europe du centimètre à Berlin en 2018, en fait, c'est. Regarde,
je vais te mettre en parallèle deux médailles que j'ai eues. Donc la dernière médaille de bronze au championnat du monde, qui est dans la théorie plus difficile à obtenir que d'être champion d'Europe. Parce qu'en sprint, les meilleurs du monde, généralement, ils ne sont pas européens, ils sont américains et jamaïcains. Je te parle en moyenne. Et en fait, même si cette médaille était plus difficile à obtenir, j'ai reçu beaucoup plus de satisfaction en étant champion d'Europe qu'en étant médaillé de bronze au championnat du monde. Pourquoi? L'année qui précédait l'année des championnats d'Europe, j'étais blessé, j'avais une fracture au pied. Et en fait, une fracture, c'est pas la petite blessure. C'est vraiment une blessure qui te met loin des compétitions pendant un certain temps. Et en fait, le fait d'avoir été au plus bas, limite dépressif, j'en pouvais plus. Hein, quand j'avais mon pied dans le plâtre, j'étais moralement très, très atteint. Et ben, le contraste entre je suis tout en bas et quand je reviens l'année d'après, je suis tout en haut, c'était émotionnellement jouissif. C'était, il n'y a pas mieux, quoi. Et donc, mon plus grand moment de sport émotionnellement, si je devais mettre un cœur sur une année, c'est Berlin 2018. En tout cas, un grand merci Pascal d'être revenu bien sûr sur ta passion, d'être revenu sur ton confinement, sur ton quotidien, d'avoir évoqué bien sûr ce souvenir à Berlin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à l'horizon des Jeux de Tokyo, Pascal? Alors là, il n'y a pas longtemps, on a eu le calendrier des compétitions Diamond League, tout ça. Souhaitez-moi que ces compétitions aient vraiment lieu et qu'on n'ait pas de match retour de Covid-19 là, parce que ça me fera vraiment chier. On a de l'énergie à revendre. On va essayer de quand même vous faire de belles compétitions. Le mot numéro 1, c'est sécurité quand même. Si on peut vous faire rêver, on vous fera rêver. Comptez sur nous. Moi, je m'entraîne tous les jours pour ça. En tout cas, un grand merci Pascal, fais-nous rêver et on espère bien évidemment te voir sur la plus haute marche du podium en 2021 à Tokyo, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter et bien Merci. évidemment plein de succès d'ici là. À plus. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside.